Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire de la semaine qui s'intitule Ensemble vers le 12e programme. Un petit rappel pour ceux d'entre vous qui se connecteront pour d'autres webinaires. Vous utiliserez tout au long de la semaine le même lien que celui que vous utilisez ce matin. Vous dire que tout ce qui va vous être présenté au cours de la semaine est enregistré et vous pourrez disposer ensuite d'un accès soit via la plateforme YouTube, soit sur le site Aide et redevances de l'Agence de l'eau, où vous retrouverez également d'autres présentations et donc l'ensemble des supports, mais également le document du 12e programme pour ceux qui ne l'auraient pas encore consulté. Vous indiquez que vous pourrez utiliser tout au long de cette séquence, évidemment tout au long de la semaine, au fil de la présentation, si vous avez besoin de précision ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le module questions-réponses. Et donc, nous avons ici sur place une équipe qui pourra traiter certaines questions au fil de l'eau. Et puis, on aura des petits temps à l'issue des présentations pour prendre des questions particulières et vous apporter des réponses. On va vous proposer de lancer un petit sondage pour savoir qui vous êtes et d'où vous venez. Et puis ensuite, je pourrai passer la parole au directeur général de l'Agence de l'eau qui va introduire ce webinaire. Voilà, donc vous êtes déjà nombreux à répondre. Encore quelques réponses attendues. Voilà. Encore un petit effort pour ceux qui sont connectés. Voilà, on va arrêter le sondage. Vous partagez les résultats. Oui, donc vous l'avez à l'écran, hein, vous voyez qu'effectivement, ce sont les collectivités qui sont fortement représentées ce matin. Euh, Ce sont évidemment les collectivités hein, qui, avec la compétence dans le domaine de l'eau, euh, portent de nombreux projets sur le territoire du bassin en Bretagne, mais aussi évidemment des représentants d'autres bénéficiaires, les acteurs économiques, les associations, et puis l'ensemble des représentants de l'État et des établissements publics. Et voilà, vous avez ici l'ensemble des régions du bassin qui sont représentées. Voilà, je vais arrêter le partage et donc je vais passer la parole à Loïc Poblen, le directeur général de l'Agence de l'eau, pour l'introduction de ce webinaire. Merci Bernadette, bonjour à tous. Alors depuis 3 jours, on a plus le droit de le dire, mais je le dis quand même parce que ce sera une année particulière pour nous. Bonne année à tous et merci d'être nombreux. C'était 300 à avoir voté, mais un peu plus que ça à être participants. Donc merci pour votre participation. Vous le savez certainement, on a une activité qui est assez foisonnante en ce début d'année 2025 à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne puisqu'il y a plusieurs chantiers. Il y a évidemment Rivage, le nouveau logiciel qui est rentré en vigueur. Merci à tous ceux qui ont participé à un webinaire. J'espère qu'il vous a appris des choses le 10 janvier dernier. Pour certains d'entre vous, on s'est croisés la semaine du 7 au 16 janvier quand on a présenté dans 6 territoires différents le 12e programme. Après, pour ceux d'entre vous, alors ils sont moins nombreux, mais qui êtes industriels, vous avez peut-être participé à 2 webinaires qu'on a fait, un en septembre et un en janvier, justement dédiés plutôt à la, à la réforme des redevances, qui évidemment est un sujet de questionnement.
Peut-être certains d'entre vous, on s'est croisés à Rennes il y a quelques jours avant les inondations. Et j'ai une pensée pour ceux qui en sont victimes, qui nous montrent que l'eau est plus que jamais importante à appréhender dans les politiques publiques. On s'est peut-être croisés au CGLE, hein, au Carrefour des gestions locales de l'eau, avec près de 18 000 participants, et la ministre était là, qui a montré toute l'attention qu'elle portait à nos sujets, en annonçant d'ailleurs une déclinaison de ce que le Premier ministre a annoncé, à savoir une grande conférence nationale sur l'eau. Et puis, il y aura d'autres événements auxquels l'agence participera ou s'associera pour essayer d'expliquer quelles sont les actualités et qu'est-ce que c'est que le programme, notamment le CFIA, hein, le Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire, ou encore le Salon de l'agriculture, auquel, avec des collègues d'autres agences, nous serons présents. Donc Bernadette l'a dit, vous avez, sur tout ce que je viens de citer, des traces avec les webinaires qui sont en ligne, et on vous invite bien sûr à vous y référer. Cette fois-ci, on va rentrer un peu plus dans le détail, hein, avec cette semaine consacrée à différentes thématiques. J'espère que qu'elles vous apporteront tout ce qu'elles peuvent, tout ce que vous en espérez. Alors, vous le savez certainement, 12e programme, ambition forte, qui découle du plan haut, avec des montants dédiés à l'ensemble des agences d'ailleurs, hein, qui ont été fortement augmentés avec la réforme des redevances dont on parlait tout à l'heure. Donc pour les 6 années à venir et pour le bassin Loire-Bretagne, c'est près de 2 milliards et demi d'euros qui seront mis à la disposition de tous les acteurs. Alors évidemment, on n'est pas là pour aider l'ensemble des acteurs, on est là pour l'eau, en travaillant avec des acteurs dont vous êtes les représentants aujourd'hui, que ce soit les industriels, que ce soit les collectivités, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les associations. Notre objectif, hein, c'est bien d'être alliés pour un objectif commun qui est améliorer l'état des masses d'eau. Peut-être juste un mot sur la réforme des redevances, hein. Elle visait deux choses. D'abord, à augmenter les budgets dédiés des agences pour accompagner les transitions, et aussi à avoir un aspect plus incitatif pour que chaque eau consommée soit payée, et aussi pour récompenser ceux qui mettent en place des systèmes vertueux, notamment en termes de sobriété, etc. Sur le 12e programme, moi je tiens à le dire, il a été adopté en fin d'année dernière avec un avis du comité de bassin et un vote du conseil d'administration à une très large majorité, hein, ce qui dénote une appréhension des enjeux très forte par ceux qui vous représentent dans nos instances, et un consentement à payer, c'est-à-dire que l'eau a un prix. Il y a certainement un mur d'investissement qui est face à nous, et pour ça, bah, notre gouvernance de l'eau, qui est assez exceptionnelle, elle a permis de dégager des compromis, des consensus, et un vote très satisfaisant de notre part, même si évidemment il y a des sacrifices qui sont faits par l'ensemble des représentants. Néanmoins, malgré tout ce que ça a de positif, avec les aides, les montants dédiés aux aides qui seront accrus, bah, l'évolution des budgets, elle n'est pas forcément à la hauteur de l'évolution des attentes, puisque on a beaucoup de succès finalement dans ces différents webinaires, ces différentes rencontres, qui montrent qu'il y a un besoin d'investissement très important, notamment de la part des collectivités, mais pas que. Et donc, il y a certainement une évolution des besoins qui est plus importante que l'évolution des crédits qui seront disponibles. Ça veut dire que le choix qu'on a fait dans le 12e programme d'avoir des priorités, il est évidemment important, et je pense que chacun le comprendra. On vise deux choses, hein. D'abord, évidemment, le bon usage de l'argent public dont on est redevable, et puis l'efficacité dans nos actions. On a besoin de faire bouger les choses et d'avoir des succès grâce à vous sur le territoire, et donc on a priorisé là où on pouvait espérer faire bouger les choses le mieux possible. Voilà, je vous refais pas le couplet que vous connaissez sur la gestion quantitative, le fait que
ce 12e programme est très fortement irrigué par le plan eau qui lui-même a été pensé après la sécheresse de 2022. Mais il faut qu'on l'ait en tête à l'heure où on a plutôt trop d'eau en ce moment que pas assez d'eau. Et pourtant, les mois ou les années qui s'annoncent nous montreront certainement que les investissements qui ont été réalisés, notamment en fin de 11e programme, étaient essentiels. J'en dis pas plus puisque vous allez en parler toute cette semaine. Peut-être juste un mot sur Rivage, qui est le nouveau logiciel hein, qui a été choisi pour les 6 agences, mises en œuvre graduellement dans l'ensemble des agences, qui est un logiciel qui va enfin, qui va nous simplifier les choses, à vous et à nous, même si la bascule est toujours quelque chose de compliqué, et c'était le cas. Mais jusqu'à preuve du contraire, on s'en sort plutôt bien dans une transition de logiciel, ce qui n'est pas toujours évident. Peut-être juste un mot pour vous dire que quand on termine un chantier, il y en a un autre qui démarre, et encore celui du 12e programme n'est pas terminé. Euh, on a, avec les services de l'État et avec les instances, commencé à réfléchir au prochain stage, qui évidemment sera quelque chose d'important. Il y a une consultation qui est actuellement en cours depuis le 25 novembre dernier jusqu'au 25 mai prochain. J'imagine que vous êtes tous au fait de ça, et on vous invite bien sûr à y participer. Alors l'agence, ce sera ce qu'on vous présentera aujourd'hui et toute cette semaine, donc avec pour porter le 12e programme une direction des interventions, dont Bernadette Doré ici est la directrice. Évidemment, il y a d'autres directions, et surtout au plus près de vous, dans les territoires, il y a des délégations territoriales auxquelles je tiens que je tiens à saluer. Elles sont vos interlocuteurs au quotidien. Et évidemment, elles seront disponibles pour toutes les questions que vous auriez et auxquelles on n'aurait pas pu répondre, puisque c'est bien elles qui font vivre au quotidien euh, le 12e programme dans les territoires. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous souhaite une très bonne semaine de webinaire, dont ce lancement, et je pense que Bernadette reprendra la parole après un petit film qui a été réalisé en interagence et qui va présenter ce que, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez très bien, la gestion de l'eau par bassin hydrographique. Merci, bonne semaine à vous tous et bon webinaire. La gestion de l'eau en France. Une double ambition, partager la ressource et assurer le bon état des eaux. En 1964, la première loi sur l'eau découpe le territoire métropolitain en bassins hydrographiques et crée les agences de l'eau. Elle marque le début de la politique publique de l'eau en France. De nombreux textes, français et européens, viendront ensuite enrichir cette politique, tout au long des 60 dernières années. En 1964, 1992, 2000, 2006, 2009, 2016 et 2021. En 2000, la DCE instaure l'objectif d'atteindre d'ici à 2027 un bon état général des eaux dans l'ensemble de l'Union européenne. En France, dans chaque bassin hydrographique, cet objectif est décliné par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, SDAGE, qui en fixe les grandes orientations. À l'échelle du bassin, une gestion intégrée de l'eau associe tous ses usagers, agriculteurs, industriels, collectivités, associations et citoyens, pour traiter de manière coordonnée et participative l'ensemble des enjeux liés à la ressource, humains, environnementaux, socio-économiques. Dans chaque bassin, plusieurs acteurs majeurs mettent en œuvre cette gestion coordonnée. Le comité de bassin, Parlement de l'eau, définit la politique et les actions à mener en matière de partage et de protection de la ressource en eau. L'agence de l'eau met en œuvre la politique du comité de bassin. Pour cela, elle perçoit les redevances des usagers de l'eau et les redistribue dans le cadre d'un programme pluriannuel, sous forme d'aide aux collectivités, acteurs économiques et non économiques, pour leurs projets contribuant au bon état de la ressource. Le préfet coordonnateur de bassin et les services de l'État. Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, l'Office français de la biodiversité, OFB,
Cette organisation originale et décentralisée facilite la concertation et permet aux agences de l'eau de répondre au mieux aux enjeux propres à chaque territoire. Elle a servi de modèle dans d'autres bassins à travers le monde. Dans leurs actions, 4 grandes priorités guident les agences de l'eau. Garantir le bon état des eaux en réduisant les pollutions de toutes origines et par temps de pluie. Gérer et partager les ressources en eau. Restaurer les milieux aquatiques, leur fonctionnement naturel et la biodiversité. Agir pour préserver et restaurer la qualité et les habitats naturels des eaux côtières. Chaque bassin s'est doté d'un plan d'adaptation au changement climatique. Cet enjeu majeur représente déjà plus de 40% des aides des agences de l'eau sur la période 2019-2024. 6 agences de l'eau, une mission commune pour l'eau, la biodiversité et le littoral. Pendant que vous avez de l'argent sur un livret A à 3% de rendement, d'autres placent leur argent sur des royalties pouvant atteindre jusqu'à... Voilà, après cette petite transition, je vais donc repartager avec vous la présentation. Alors, au programme de cette matinée, c'est moi qui vais faire une courte présentation pour vous redonner quelques éléments sur les grandes priorités, les enjeux de ce 12e programme et puis également les principes qui vont le structurer. On aura ensuite une présentation générale des dispositifs selon les types de bénéficiaires. L'idée étant que vous puissiez ensuite approfondir évidemment toutes ces présentations lors des différents webinaires thématiques. Et puis vous voyez qu'à chaque fois, on aura donc le temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à utiliser au fur et à mesure des présentations le module questions-réponses. Et puis on vous redonnera donc le planning de toute cette semaine de webinaire. Et on terminera par une petite présentation, introduction à Rivage. C'est important puisque vous retrouverez au fil des présentations de la semaine la façon dont vous allez pouvoir accéder aux différentes thématiques et déposer vos dossiers. Mais là, il s'agit d'une petite introduction générale, sachant qu'il y a un webinaire qui sera également consacré à la présentation de Rivage, puisque vous êtes déjà nombreux à avoir créé vos comptes et à avoir déposé des dossiers sur cette plateforme. Alors, j'enchaîne donc sur les priorités de ce 12e programme. Le film illustre déjà beaucoup les priorités, notamment l'atteinte des objectifs de bon état. Vous voyez aujourd'hui que dans le bassin Loire-Bretagne, nous avons 24% de masses d'eau au cours d'eau qui sont en bon état, mais les objectifs sont ambitieux. Et donc aujourd'hui, on va essayer de continuer à vous aider à investir pour être en capacité de mener des actions pour atteindre ces objectifs de bon état. Dans le cadre du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, donc qui couvre la période 2022-2027, et en 2027, nous aurons l'occasion de pouvoir à nouveau réviser ce programme en fonction des nouvelles mesures qui pourront être proposées dans le cadre du futur schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. La seconde priorité dans le bassin Loire-Bretagne, c'est la solidarité urbain-rurale qui s'exprime à travers le zonage France Ruralité et Revitalisation. Et là encore, l'objectif, c'est de pouvoir continuer à accompagner les collectivités pour qu'elles puissent investir dans la performance de leurs équipements et qu'elles puissent proposer un service public performant, mais qu'elles puissent aussi travailler sur la résilience des territoires. Loïc Obled l'a évoqué, beaucoup de collectivités rurales ont été concernées par des difficultés d'approvisionnement en eau potable en 2022. Le 12e programme, il a été bâti sur 4 principes structurants que je vais vous présenter. Le premier principe qui concerne
la construction du programme autour d'objectifs clés ciblés et chiffrés. Ces objectifs vont permettre notamment à nos instances de bassin de disposer d'outils d'aide à la décision, mais également être en capacité d'évaluer notre action collective, et nous aurons chaque année un rendez-vous annuel pour vérifier que nous atteignons les objectifs, et si ce n'est pas le cas, que nos instances de bassin soient en capacité aussi de pouvoir faire des évolutions dans le cadre de ce programme d'intervention. Alors, vous avez ici quelques exemples d'objectifs à atteindre sur la durée du programme. Vous voyez par exemple des surfaces d'acquisition de zones humides, ou encore de terre sur les aires d'alimentation de captage, ou encore des surfaces aidées pour la mise en œuvre de mesures qui sont portées par les agriculteurs qui s'engagent dans de la transition agroécologique, ou encore des kilomètres de haies plantées ou des kilomètres de cours d'eau à restaurer. Le second principe qui structure ce 12e programme, c'est évidemment d'être en capacité de mobiliser l'ensemble des acteurs qui vont accompagner et déployer les priorités du 12e programme. Ça signifie qu'il va falloir disposer d'une gouvernance large et structurante, mais être en capacité aussi de renforcer les partenariats. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des partenariats avec les acteurs institutionnels, que sont les départements, mais également les régions, autour d'objectifs partagés. Et nous allons également conclure des partenariats techniques dans la continuité du 11e programme, notamment pour que ces partenaires puissent constituer des réseaux d'acteurs, mais également être en capacité de proposer une expertise scientifique et technique pour pouvoir vous accompagner dans la réalisation de vos projets. C'est aussi évidemment être en capacité de mettre en cohérence les politiques publiques, et ça signifie aussi le renforcement de la meilleure articulation du levier réglementaire avec le levier incitatif des aides, notamment avec le travail que nous menons en coopération avec l'ensemble des services de l'État et des opérateurs de l'État. Troisième principe structurant, Loïc Aubled a déjà évoqué le programme de l'Agence de l'eau financièrement, donc 2,430 milliards, c'est 10% des besoins de la mise en œuvre de la politique de l'eau, ce qui veut dire que l'Agence de l'eau ne peut pas intervenir pour répondre à l'ensemble de ses besoins. Et donc, ça va nécessiter d'avoir un programme qui soit sélectif et lisible, si on veut évidemment pouvoir obtenir des résultats concrets, avec une priorisation des actions. Cette sélectivité, elle va s'opérer de deux manières, à la fois en s'appuyant sur des zonages prioritaires. On a évoqué tout à l'heure les collectivités dans les zones défavorisées, donc à travers le zonage France Ruralité Réutilisation, mais ça peut être également dans des zonages qui sont en déficit quantitatif structurel, ou encore sur des listes de priorités. Vous savez qu'au 11e programme, nous avions des listes de systèmes d'assainissement prioritaires, ou encore d'établissements prioritaires industriels. Cette liste va être actualisée au début du 12e programme, mais ça peut concerner également les aires d'alimentation de captage prioritaire, ou encore des listes d'obstacles à la continuité des cours d'eau. Alors, grâce à ces priorités, nous allons pouvoir maintenir des taux incitatifs. Donc, vous voyez trois taux différenciés comme au 11e programme. Le taux d'accompagnement qui a été fixé à 25%,
ce qui va nous permettre d'accompagner l'amélioration des performances des équipements en matière de lutte contre les pollutions domestiques et industrielles sur tout le bassin, ou encore en matière d'alimentation en eau potable dans les territoires où s'exerce la solidarité urbain-rurale. Le taux prioritaire qui a été fixé donc au 12e programme à 50%, et vous verrez lors des présentations des différents dispositifs, on va mobiliser ce taux sur une grande majorité de dispositifs d'aide, qui sont ceux qui concourent directement à l'atteinte des objectifs de bon état. Et puis enfin, le taux maximal qui est fixé à 70%, qui est réservé, lui, aux actions les plus efficientes, notamment toutes les solutions qui se fondent sur la nature. Et puis, au-delà des taux, des majorations qui pourront être mobilisées, notamment dans le cadre de la solidarité urbain-rurale, avec des majorations de 10 points pour les collectivités, mais également en faveur des entreprises, donc pour les territoires qui seront dans des zones à finalité régionale, et donc avec une majoration possible de 5 points dans la limite de l'encadrement communautaire. Et puis également des majorations de taux dans le cadre de la négociation d'un accord de territoire sur certains territoires, mais j'y reviendrai plus en détail dans un instant. Le dernier principe structurant, c'est, vous voyez, la territorialisation de l'agence, de l'action de l'agence de l'eau pour être en capacité de porter des programmes d'action ambitieux. D'abord, vous rappelez que, évidemment, sur le bassin Loire-Bretagne, nous ne partons pas de rien puisque nous avons aujourd'hui une politique territoriale qui s'appuie sur la politique décentralisée de l'eau et les gouvernances locales. Vous voyez à gauche la carte des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau. Nous avons sur le bassin Loire-Bretagne 57 sages, ce qui couvre 83% du territoire du bassin, qui est un véritable outil de la planification écologique locale. Nous pouvons également nous appuyer sur les territoires qui se sont déjà engagés dans l'élaboration de projets de territoire de gestion de l'eau, qui sont des réflexions nécessaires là où on souhaite atteindre dans la durée un équilibre entre les besoins et les ressources disponibles, notamment en anticipant le changement climatique. Et nous avons aujourd'hui beaucoup d'études qui sont en cours, ce que nous appelons les études hydrologie, milieu, usage, climat, dont une étude d'ailleurs qui est portée à l'échelle de l'Axe Loire sous maîtrise d'ouvrage de l'agence Loire-Bretagne. Et puis, vous voyez à droite la carte qui était donc celle des territoires qui avaient engagé des programmes d'action concertés pour la reconquête de la qualité de l'eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité, et qui vont bien évidemment poursuivre leur engagement au cours de ce 12e programme. Vous voyez que, évidemment, ça nécessite aussi d'avoir des moyens d'ingénierie dans les territoires, parce que, évidemment, ce sont avec ces moyens d'ingénierie qu'on va pouvoir disposer d'éléments de connaissances, suivre les programmes d'action qui vont être engagés et être en capacité d'agir. Ça représente à peu près 1000 équivalents temps plein sur le bassin Loire-Bretagne. Alors, à partir de ces démarches territoriales et des stratégies de territoire qui vont pouvoir être définies, donc que ce soit à l'échelle d'un bassin versant ou encore à l'échelle d'un EPCI, notamment pour les schémas directeurs. L'agence de l'eau, donc au cours de ce 12e programme, va faire de l'accord de territoire l'outil unique pour pouvoir conclure des programmes d'action personnalisés. Ça viendra prendre la suite de ce que vous avez pu mettre en place donc à travers soit des contrats territoires, soit des accords de programmation
ou encore des accords de résilience. Donc cet outil il va se construire autour d'une négociation qui va être qui va se faire avec les EPCI ou avec les syndicats pour lesquels ils ont pu déléguer la compétence ou encore à l'échelle de groupes industriels. L'idée étant de pouvoir conclure des programmes d'action personnalisés bien évidemment aux enjeux locaux autour d'objectifs environnementaux partagés. Et donc, on va définir avec vous, là encore, des objectifs avec des indicateurs de suivi qui nous permettront ensemble, annuellement, d'évaluer l'avancement et l'atteinte des objectifs et puis être en capacité éventuellement de pouvoir adapter les actions, de pouvoir également revoir la programmation financière, voire décider ensemble de mettre fin à une démarche. L'idée étant de pouvoir vraiment se recentrer sur le temps de négociation avec une contrepartie qui sera une simplification administrative des accords dès lors qu'ils auront été conclus. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le détail, vous dire que ces accords pourront être conclus à l'échelle de bassins versants prioritaires. Quand on dit bassin versant prioritaire, c'est qu'on va identifier finalement notamment les masses d'eau sur lesquelles il faut agir, là où il va falloir réduire les pressions. Ça peut être également sur des aires d'alimentation, des captages prioritaires destinés à l'alimentation en eau potable, qui est une des priorités gouvernementales du plan eau, mais également sur les territoires, on l'a vu tout à l'heure, qui sont nombreux, qui sont engagés dans un projet de territoire de gestion de l'eau. Et sur ces territoires, la conclusion d'un accord, c'est la possibilité d'accéder à des aides du 12e programme. Deuxième porte d'entrée de ces accords de territoire, ce sont plutôt des entrées thématiques, notamment sur les territoires qui ont pu rencontrer des tensions pour la distribution de l'alimentation en eau potable en 2020, lors de la sécheresse 2022, ou encore des territoires qui se trouvent aujourd'hui des territoires ruraux en déficit structurel. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler, vous voyez, autour de 4 axes, à la fois pour mettre en place une trajectoire de progrès sur la structuration de la maîtrise d'ouvrage ou encore travailler sur les économies d'eau, la protection de la ressource et la sécurisation de l'alimentation en eau potable. La seconde thématique concerne plutôt les questions liées à l'assainissement, avec là une démarche auprès des territoires de PCI qui concentrent des priorités en matière d'assainissement. J'ai évoqué tout à l'heure la liste des systèmes d'assainissement prioritaires qui a été validée à la fin de l'année pour le 12e programme et pour lequel des compléments à cette liste seront apportés d'ici la fin de l'année 2025. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur 3 axes. Donc, comment mettre en œuvre les travaux sur ces systèmes d'assainissement prioritaires, mais aussi travailler sur la question de la réduction des micropolluants ou encore travailler sur l'axe de l'infiltration des eaux de pluie. Et sur ces territoires, l'accord de territoire offrira la possibilité de bénéficier de taux d'aide supérieurs, évidemment en fonction de l'ambition du programme qui aura été négocié. Ça ne veut pas dire que sur les autres EPCI, l'Agence de l'eau n'interviendra pas, mais elle le fera avec la mobilisation des aides au taux en vigueur du 12e programme. Et puis, dernier type d'accord, qui est une nouveauté de ce 12e programme, c'est la possibilité de négocier à l'échelle d'un site ou encore à l'échelle d'un groupe industriel autour de 3 axes, la réduction des rejets, travailler sur les économies d'eau ou encore sur l'infiltration des eaux de pluie, l'idée étant d'avoir une approche environnementale globale. Et là encore, on aura la possibilité, à travers ces accords de territoire,
de bénéficier de taux d'aide supérieurs. Alors, vous avez ici donc la présentation des 7 enjeux de ce 12e programme, hein, bien évidemment, qui s'inscrivent dans la continuité du 12e programme à travers les 2 priorités que je vous ai indiquées en début de cette présentation. Pour chacun de ces enjeux, vous retrouverez dans le document du 12e programme la présentation des stratégies d'intervention, notamment avec toutes les cibles chiffrées dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais également la présentation de tous les dispositifs d'aide qui seront mobilisables en réponse à ces différentes stratégies. Peut-être insister sur 3 points particuliers. Plus particulièrement, vous voyez que nous avons dans ce 12e programme un enjeu qui est dédié à la gestion résiliente, sobre et concertée de la ressource en eau. C'est un enjeu qui vient s'inscrire dans la continuité du plan de résilience que l'Agence de l'eau a mis en place sur les années 2023 et 2024, suite à l'épisode de sécheresse 2022. Le second enjeu, vous voyez, c'est la prise en compte renforcée de l'enjeu de garantir une alimentation en eau potable de qualité et en quantité suffisante. Ça fait écho également à la priorité autour de la restauration de la qualité des eaux des aires d'alimentation de captage prioritaire. Et puis le dernier enjeu, qui est l'enjeu transversal, hein, qui est consacré au bon état des eaux et des milieux marins et littoraux. Alors j'en terminerai avec la présentation de la répartition des dotations. Loïc Aubled l'a dit, des moyens importants sur ce 12e programme pour répondre à une politique ambitieuse, mais qui pour autant, hein, je vous l'ai dit, hein, ne couvre que 10% des besoins de la politique de l'eau. Vous voyez que sur la durée du programme, l'Agence de l'eau va pouvoir mobiliser en moyenne 367 millions d'euros par an, mais vous voyez que les moyens vont progresser au cours de ce 12e programme pour atteindre près de 400 millions en 2030, avec au démarrage en 2025, malgré tout, des dotations qui seront en diminution par rapport aux fortes dotations que nous avons pu mobiliser à la fin de l'année 2024. Alors, vous voyez que sur la période, donc sur les 6 années du programme, on maintient des moyens importants, notamment pour la lutte contre les pollutions domestiques, avec près de 700 millions d'euros. Des dotations qui vont être élevées sur la période du 12e programme en faveur de la restauration des milieux aquatiques et la lutte contre les pollutions agricoles, hein, notamment avec des aides directes importantes apportées aux agriculteurs dans le cadre du plan stratégique national, hein, qui couvre la période 2023-2027. Et puis, vous voyez également des dotations qui progressent à hauteur de 271 millions d'euros pour la réduction des besoins en eau et le partage de la ressource, notamment en lien avec l'enjeu de gestion résiliente et sobre de la ressource en eau. Voilà pour le panorama des différentes priorités de ce 12e programme, les principes qui vont structurer notre action et les moyens que nous allons pouvoir mobiliser donc sur les 6 années du programme. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse éventuellement avoir un temps de questions-réponses. Et puis ensuite, je passerai la parole à Vanessa Prochasson, qui est à mes côtés, donc qui est chef de projet du 12e programme, qui a piloté donc pendant les 18 derniers mois les travaux qui ont conduit à l'élaboration de ce 12e programme. Alors, je vais prendre peu. Oui, on va peut-être arrêter. On va
le partage. Et puis, donc vous avez certainement certaines questions pour lesquelles vous avez vu au fur et à mesure les réponses qui se sont affichées. Donc, donc vous souhaitez connaître la liste des systèmes d'assainissement prioritaires. La liste va être mise à jour sur le site internet de l'Agence de l'eau. Elle a été adoptée, je vous l'ai dit, par notre conseil d'administration en fin d'année. Et donc, elle va être mise à disposition. C'est une première liste qui regroupe un peu plus de 300 systèmes prioritaires. Et elle sera mise à jour au cours de l'année, donc avec une décision complémentaire du conseil d'administration dans le cadre des travaux du nouvel état des lieux d'usage. Et donc, euh, d'ici la fin de l'année, elle sera complétée, mais ça permet notamment pour les EPCI qui sont concernés par des systèmes d'assainissement prioritaires de pouvoir commencer à travailler avec les délégations territoriales pour embarquer dans des accords de territoire ces systèmes prioritaires et puis les autres axes que je vous ai présentés tout à l'heure quand je vous ai parlé des accords de territoire. Alors, comment seront mesurés les niveaux d'ambition des programmes et des accords? Alors, dans le conseil d'administration du mois de mars va approuver la trame type de ces accords de territoire. Vous voyez qu'ils pourront être embarquer les différentes thématiques en réponse aux enjeux locaux. Et bien évidemment, selon les thématiques, on va définir des indicateurs de suivi. Alors, ces indicateurs, ça pourra être des indicateurs financiers. Voilà, se dire ensemble chaque année quel est finalement le pourcentage qui nous permettra de considérer que le programme d'action qui a été négocié se met en œuvre dans de bonnes conditions. Mais ça pourra être aussi des indicateurs techniques qui seront définis selon les thématiques et pour lesquels on se mettra d'accord aussi sur finalement à la fin de l'année N quel objectif on aura atteint. Ça peut être des objectifs en lien avec des objectifs de résultats, des objectifs de moyens qui seront définis au moment où l'accord sera conclu. Alors, vous avez des questions. Alors, peut-être vous dire que cet après-midi, pour ceux qui souhaitent vraiment aller dans une présentation approfondie, il y a un webinaire qui est dédié justement à la présentation des accords de territoire. Bien évidemment, vous l'avez vu, il y a beaucoup de démarches qui ont été engagées sur le bassin Loire-Bretagne. Donc, on a déjà des territoires qui sont en train finalement de transformer l'essai, c'est-à-dire de passer d'un contrat territorial à un accord de territoire. Et donc il y aura, on voit qu'il y a dans certains territoires une maturité pour pouvoir négocier finalement des programmes d'action sur l'ensemble des enjeux de leur territoire. Et donc on va soit définir ensemble que, vu les temporalités de réalisation des programmes d'action, il vaut mieux conclure différents programmes d'action, soit parfois avoir un programme d'action qui soit intégré. Donc, il y aura bien évidemment des passerelles qui seront possibles entre les différents programmes d'action. Alors, j'essaie de voir mutualisation d'actions sur plusieurs aires d'alimentation de captage. Ah oui, oui, il y a des questions pour savoir effectivement quand on démarre sur un accord de territoire, est-ce qu'éventuellement on peut venir en cours d'accord de territoire pour rajouter une thématique ou enrichir le programme d'action?
Alors, les accords de territoire, hein, c'était indiqué dans la présentation, mais je ne l'ai peut-être pas redit à l'oral, hein, sont des accords de territoire qui sont sur une durée de 3 ans, qui sont issus d'une stratégie de territoire, hein, peu importe l'échelle à laquelle cette stratégie a été élaborée. Vous le voyez, hein, on a des objectifs qui vont être définis année par année. Donc, il faut à la fois être ambitieux mais raisonnable, hein, dans ce qu'on sera en capacité de réaliser sur les 3 années. Mais bien évidemment, je vous l'ai dit, il y aura des clauses de rendez-vous annuelles, à la fois pour regarder comment se déroule le programme d'action. Et si bien évidemment, je dirais, on est ensemble d'accord pour venir compléter le programme d'action. Alors d'abord parce que l'agence, elle, est en capacité de mobiliser des moyens pour pouvoir compléter votre programme d'action. Soit parce que finalement certaines actions ne se réalisent pas comme c'était prévu, on souhaite pouvoir compléter le programme d'action. C'est l'intérêt d'avoir cette clause de rendez-vous annuel qui nous oblige à la fois pour vérifier l'ambition du programme, mais qui nous permet aussi d'avoir de la souplesse à partir du moment où, là encore, dans la négociation, on est d'accord pour pouvoir venir compléter l'accord de territoire qui est en cours. Alors, j'essaie de voir. L'agence. L'agence participe-t-elle au... Alors là, il y a des questions, hein, qui sont plus des questions thématiques, hein. L'agence participe-t-elle au programme d'aménagement de chaussées perméables à l'eau? Oui, ce sont des types d'aménagements que l'agence peut financer, même si aujourd'hui, vous verrez, hein, il y a des taux différenciés dans le 12e programme en fonction finalement, plus on se rapproche d'une solution qui se fonde sur la nature, par exemple quand on met en place des solutions vertes, mieux on aidera, mais évidemment on peut aider d'autres types d'aménagements qui vont favoriser également l'infiltration. Et c'est le cas pour la mise en place de chaussées perméables. Tant que nous n'avons pas conclu d'accord de territoire, nous ne devons pas déposer de dossier d'aide. Alors si vous pouvez, si vous avez commencé à travailler avec la délégation sur la préparation d'un accord, hein, dont vous savez qu'il va démarrer au cours de l'année 2025, par exemple parce que vous aviez déjà une démarche bien avancée, que voilà, vous imaginez assez rapidement pouvoir conclure cet accord. Bien évidemment, vous pouvez déposer votre dossier parce que parfois, vous pouvez avoir la nécessité de pouvoir lancer votre marché. Donc, voilà, être certain que finalement, vous aurez les autorisations. L'agence, elle, prendra sa décision une fois que l'accord de territoire a été conclu. Je l'ai dit, hein, l'idée, c'est aussi d'avoir une simplification administrative et de pouvoir très rapidement vous donner l'accord, c'est-à-dire c'est voilà, le directeur général qui finalement décide que nous nous sommes mis d'accord sur le contenu du programme d'action et sa programmation financière sur les 3 ans. Alors, la procédure pour un accord de territoire avec le groupe industriel. Alors, la procédure, là encore, c'est la même, c'est-à-dire que vous prenez contact avec la délégation parce qu'effectivement, vous avez une approche, je l'ai dit, un peu globale sur les questions environnementales et donc vous imaginez avoir un programme pluriannuel d'investissement et donc voilà, vous allez pouvoir essayer de bâtir un programme qui va porter sur les économies d'eau en lien avec votre process, améliorer la qualité de vos rejets ou encore parce que vous disposez d'aménagements à l'extérieur, travailler sur l'infiltration des eaux de pluie, voilà. Et donc vous faites une démarche auprès de la délégation territoriale qui pourra travailler avec vous. Alors, ça peut être à l'échelle d'un site, mais ça peut être aussi à l'échelle d'un groupe industriel. On a déjà des groupes avec lesquels on a préparé la mise en place d'accords de territoire. Alors, sous quel délai les collectivités qui souhaitent déposer un dossier d'aide peuvent espérer voir leur demande aboutir en 2025? Alors,
ça, c'est une très bonne question puisque la plateforme Rivage a été ouverte le 10 janvier dernier. Donc, vous avez la possibilité, on me disait ce matin qu'il y avait déjà près de 800 demandes d'aide qui ont été déposées. Donc, c'était notre engagement, hein, c'était de vous donner cette capacité de pouvoir déposer vos demandes. Les délégations peuvent aussi, de leur côté, prendre en charge votre dossier à partir du moment où il est complet. Donc, vous avez, dans ce cas-là, vous recevez ce qu'on appelle une autorisation de démarrage de votre projet. Les délégations peuvent réaliser l'instruction et nous sommes en train de préparer ce qu'on appelle la partie aval, c'est-à-dire celle qui va nous permettre ensuite de proposer à nos instances de pouvoir prendre des décisions d'aide. On pense aujourd'hui, vu notre calendrier, c'est de pouvoir prendre des premières décisions à partir du mois d'avril prochain. Voilà, donc c'est le calendrier qui vous sera rappelé tout à l'heure, qui est celui sur lequel nous avons communiqué depuis le début, un engagement à ouvrir la plateforme de dépôt dès le début du mois de janvier et des premières décisions d'aide qui pourraient intervenir à partir du mois d'avril. Bien évidemment, hein, on s'engage à faire une information si jamais il y avait un décalage dans le temps, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, les collectivités bénéficiaires de la majoration solidarité rurale sont celles qui sont concernées par le zonage France Ruralité Revitalisation. Vous aviez tout à l'heure, quand j'ai présenté les territoires prioritaires, une carte. Hein. Cette carte, bien évidemment, elle figure dans le document du 12e programme. Vous pouvez la retrouver en tapant le zonage France Ruralité Revitalisation. Et nous avons mis en place une mesure de transition pour des projets qui avaient été déposés au 11e programme et qui n'ont pas pu faire l'objet d'aide parce que l'ensemble des dotations de l'Agence de l'eau avaient été engagées. Il y a une mesure de transition qui permettra d'aider ces projets pour les communes qui seraient sortantes de l'ancien zonage, zone, je ne sais plus, de revitalisation rurale. Mais ce sont pour des projets qu'on a déjà identifiés puisque les dossiers avaient été déposés. Rappelez-vous, hein, pour tous ceux d'entre vous qui avaient déposé des dossiers à la fin du 11e programme pour lequel vous n'avez pas eu d'aide, on vous a demandé de bien vouloir déposer vos dossiers avant le 31 mars prochain, voilà, pour qu'ils puissent être pris en compte au titre de 12e programme. Est-ce que l'accord de territoire est un prérequis obligatoire à la demande d'aide? Alors, au dépôt de la demande, non. Il le sera bien évidemment si vous êtes concerné par un accord de territoire. Je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres priorités du programme qui sont finançables sans accord. Vous l'avez vu, c'est notamment plutôt tout ce qui concerne le grand cycle. Souvent, l'accès aux aides de l'Agence de l'eau se fait via un accord de territoire, plutôt à l'échelle de bassins versants, d'aires d'alimentation, de captage ou encore de projets de territoire de gestion de l'eau. Pour les autres, ce sont des accords de territoire parce que ce sont des priorités du 12e programme et donc ça permet éventuellement d'avoir des aides plus intéressantes. Voilà. Mais vous le retrouverez dans les présentations et il sera bien présenté cet après-midi. Donc il n'y aura pas des accords de territoire partout, mais quand vous êtes concerné par un accord de territoire, bien évidemment, il faut que dans l'année où l'accord court, c'est à ce moment-là que vous déposez votre demande d'aide et que la demande d'aide sera traitée. Voilà, je pense que pour cette première séquence de questions-réponses, on va s'arrêter là. Bien évidemment, ceux qui sont dans la salle avec moi peuvent continuer à répondre à vos questions au fur et à mesure. Et maintenant, je vais donc laisser la place à Vanessa Prochasson, qui va vous parler des dispositifs d'aide que vous allez pouvoir mobiliser sur le 12e programme. Donc, bonjour à toutes et à tous.
Donc moi, je vais vous présenter effectivement les différents dispositifs qui peuvent être mobilisés par type de bénéficiaire. Donc je vais commencer par les collectivités, parce que effectivement les collectivités territoriales jouent un rôle crucial donc, dans le déploiement des programmes d'action, tant pour le petit cycle que pour le grand cycle. L'Agence de l'eau, au cours du 12e programme, va s'appuyer sur les collectivités compétentes. L'ensemble des compétences exercées, que ce soit sur l'eau potable, l'assainissement, la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations ou la gestion des eaux pluviales, en fait, croisent l'ensemble des enjeux du 12e programme. Et donc, on cherchera au cours de ce 12e programme à conforter une approche intégrée donc à l'échelle des programmes qui pourront être construits par les collectivités. Effectivement, c'est important de pouvoir privilégier des programmes qui seront construits à l'échelle de l'EPCI pour intégrer l'ensemble des problématiques. Dans le dispositif que l'on va vous présenter par la suite, vous verrez qu'un certain nombre de ces dispositifs permettent d'améliorer les performances des services publics d'eau potable et d'assainissement. Et effectivement, c'est un des points essentiels, la performance de ces équipements qui vont intervenir donc, dans le calcul des redevances. Donc, voilà, c'est aussi un des enjeux de ce 12e, c'est d'accompagner les collectivités à renforcer la performance. Au-delà de ces éléments, effectivement, un des points importants qui sera mis en place au cours de ce 12e, c'est d'accompagner la pérennité des installations qui auront été aidées. Et c'est un des points d'attention de ce 12e, c'est que dans les critères d'éligibilité, vous verrez que l'Agence de l'eau porte une attention accrue donc à la tarification qui pourra être mis en place sur l'eau potable dans les différents projets portés par les collectivités. Alors, sur le premier bloc, vous avez l'ensemble des dispositifs d'aide qui permettent d'avoir donc une approche intégrée à l'échelle du bassin versant ou d'un axe. Donc, ce sont les dispositifs qui sont en faveur de la qualité et les fonctionnalités des milieux aquatiques. C'est une politique qui se veut dans la continuité de celle qui a été menée au 11e programme. C'est une politique qui reste forte, avec des moyens financiers importants, puisque c'est près de 18% du programme qui permettront d'accompagner les projets en faveur des milieux aquatiques. Donc, cette politique forte se traduit par une boîte à outils qui reste bien étoffée et qui permet d'accompagner les projets qui couvrent donc les cours d'eau à la fois pour la continuité écologique, pour la restauration de l'hydromorphologie, mais également tout ce qui est en faveur de la restauration et de la préservation des milieux humides. Et en termes de nouveautés, nous élargissons donc l'aménagement des bassins versants en faveur des milieux aquatiques comme un des axes forts à construire dans le cadre donc, de programmes d'action menés dans les accords de territoire qui seront négociés avec l'Agence de l'eau. Au 12e programme, vous avez un ensemble de dispositifs qui permettent d'accompagner les projets en faveur de la biodiversité. Ce sont des dispositifs qui ont été construits suite aux nombreux appels à projets ou appels à initiatives qui ont pu être menés au cours du 11e programme. Et donc, le choix a été fait de vous les proposer, on va dire, au fil de l'eau dans le cadre de ce 12e programme. Voilà. Au niveau des taux d'aide, on a essentiellement des dispositifs qui sont aidés à 50%, qui montrent effectivement l'importance de cette politique au 12e. Et vous avez les solutions fondées sur la nature, notamment tout ce qui est restauration des milieux humides, qui sont aidés à hauteur de 70%, notamment dans l'objectif d'accompagner la résilience des territoires. Le deuxième bloc sur votre écran concerne la lutte contre les pollutions d'origine domestique. C'est une politique historique des agences de l'eau, mais que l'on souhaite maintenir dynamique et ambitieuse au cours de ce 12e, puisque c'est près d'un tiers du programme qui sera consacré à ces actions en faveur des systèmes d'assainissement. Au cours de ce 12e programme, le financement de tous les travaux d'amélioration seront possibles dès lors qu'ils seront justifiés dans un schéma directeur. On reste sur la nécessité de connaître avant d'agir,
Donc, études et travaux seront bien accompagnés au cours de ce 12e programme. Dans cette logique de résultat, il sera attendu que la diminution des rejets soit significative et mesurée. Et ce sont bien les rejets de micropolluants et de macropolluants qui pourront bénéficier des études et travaux aidés au cours du 12e programme. En termes de priorité pour cette politique, on continue de s'appuyer sur la liste des systèmes d'assainissement prioritaires, donc, comme vous l'a expliqué Bernadette Doré juste avant. Et ce sont effectivement ces priorités qui seront essentiellement accompagnées dans le cadre des accords de territoire pour effectivement négocier des programmes d'action ambitieux sur ces priorités. En termes de priorité, la priorité sera également donnée aux travaux qui visent la réduction à la source. C'est un des objectifs de ce 12e programme, c'est d'accompagner les projets ambitieux et notamment l'infiltration des eaux de pluie. En tant que solution verte, la gestion des eaux de pluie, là où elles tombent, reste un des axes forts et une des nouveautés de ce 12e programme, puisque vous avez donc des dispositifs qui lui sont dédiés avec des taux d'aide intéressants. Donc, au niveau des dispositifs qui sont à votre disposition, vous avez donc les études et les travaux qui vous permettront d'intervenir à la fois sur les stations et les réseaux d'assainissement, ainsi que sur l'autosurveillance. Voilà. Et puis, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, ce sont des dispositifs, des axes qui s'inscrivent complètement dans la politique de solidarité urbain-rurale et qui permettront donc aux collectivités éligibles de bénéficier de taux d'aide améliorés pour mener à bien les équipements nécessaires. Donc, sur cette diapositive, donc, vous avez le premier bloc qui liste les dispositifs qui permettent d'accompagner les collectivités qui veulent soutenir la transition écologique de l'agriculture sur les territoires prioritaires identifiés dans le SDAGE 2022-2027. Au cours de ce 12e programme, on accompagnera fortement l'ensemble de la chaîne agricole dans les actions qui permettent de préserver la ressource. C'est bien un enjeu croisé à la fois pour l'environnement et pour la santé publique. Et c'est une des raisons pour lesquelles les programmes d'action qui seront menés dans les aires d'alimentation de captage prioritaire seront fortement soutenus par l'Agence de l'eau au cours de ce 12e programme. Au niveau des dispositifs d'aide, on accompagne tout ce qui permet d'engager la transition des exploitations agricoles à travers donc l'accompagnement des agriculteurs, mais également tout ce qui relève de mesures surfaciques, les mesures agro-environnementales, l'agriculture biologique ou les paiements pour services environnementaux. Tout ce qui est équipement et matériel sera également soutenu pour accompagner les changements de système dans les exploitations agricoles. Et puis, on maintient et on renforce nos aides pour les filières favorables à la ressource en eau à travers les études, des investissements, mais également de l'animation dans les territoires prioritaires que sont les captages, pour effectivement accompagner l'ensemble de la chaîne et faire en sorte d'avoir une approche territoriale de cette politique. On soutient également donc l'aménagement des bassins versants. Il y a une cohérence effectivement à accompagner l'aménagement des bassins versants à la fois sur les enjeux agricoles et sur les enjeux milieux aquatiques. Ça garantit effectivement une approche intégrée aussi des programmes d'action à l'échelle des bassins versants. Donc, comme vous l'a dit Bernadette Doré, les aides de l'Agence de l'eau s'inscrivent essentiellement dans le cadre du plan stratégique national, le PSN. On vient en soutien des crédits régionaux ou d'État qui sont mobilisés dans les territoires. Le deuxième bloc soutient l'enjeu de la gestion résiliente, sobre et concertée de la ressource en eau.
Bernadette Doré vous l'a dit, hein, c'est un des axes forts de ce deuxième programme. Et les collectivités sont particulièrement concernées par cet enjeu en tant que responsables de la distribution en eau potable. Les dispositifs qui sont déployés au 12e programme sont dans la continuité de ce qui a été mis en place avec le plan de résilience. On continue à soutenir l'ensemble des actions qui sont en faveur des économies d'eau ou de la réduction des prélèvements. Et au niveau des dispositifs d'aide, vous verrez que ces dispositifs sont ouverts à l'ensemble des acteurs. C'est important d'accompagner la sobriété de tous les usages avec effectivement des taux d'aide maximum. Vous voyez dans ces dispositifs que tout ce qui permet d'accompagner le volet concerté de la gestion quantitative est particulièrement bien développé et bien aidé. C'est une nécessité effectivement d'accompagner une politique apaisée qui permette de mobiliser l'ensemble des acteurs. La connaissance et la structuration de la gouvernance sont également soutenues au cours du 12e programme dans des projets de territoire. Sur cette diapositive, vous voyez tout ce qui relève des aides de captage. La résorption des tensions qualitatives et quantitatives est un enjeu fort pour les collectivités en charge de la production, de la distribution de l'eau potable. C'est une des nouveautés de ce 12e programme, c'est de redonner une lisibilité à cette politique, notamment en soutenant fortement tout ce qui pourra être déployé dans le cadre des aires d'alimentation de captage prioritaires et dans les territoires ruraux défavorisés. La politique captage eau potable reste un élément structurant dans la solidarité urbain-rurale. Pour accompagner des programmes d'action ambitieux et globaux, l'Agence de l'eau privilégiera effectivement d'accompagner les programmes d'action qui seront construits à l'échelle intercommunale ou départementale pour atteindre effectivement les objectifs de cette politique essentielle qui se traduisent par être plus résilients face aux dérèglements climatiques, améliorer la qualité de l'eau distribuée et en sécuriser la distribution. C'est important effectivement d'avoir une approche intégrée de cette politique qui mêle à la fois des actions en faveur de la résilience des territoires et la sobriété des usages. Donc les dispositifs d'aide permettent effectivement de mener des programmes d'action qui couvrent l'ensemble des volets de cette politique eau potable. À savoir que certains dispositifs ne seront éligibles que dans le cadre de la solidarité urbain-rurale. L'Agence de l'eau en fait une de ses priorités. Au-delà des dispositifs que vous avez de présence sur cette diapositive, la stratégie eau potable s'appuiera également sur les autres dispositifs qui vous ont été présentés précédemment et notamment tout ce qui relève de la transition agricole. Sur ce dernier bloc qui permet d'accompagner les collectivités, vous avez l'ensemble des leviers transversaux nécessaires pour animer et mobiliser les acteurs de son territoire, tels que la connaissance et le suivi des milieux, la sensibilisation, l'animation et la structuration de la gouvernance des démarches territoriales. Ces dispositifs restent nécessaires effectivement pour maintenir les dynamiques qui ont pu être engagées au cours du 11e programme. On maintient des taux d'aide entre 50 et 70% parce que l'Agence de l'eau considère que ces dispositifs contribuent à avoir des programmes d'action efficaces et ambitieux pour atteindre les objectifs du bon état. Donc, on maintient une boîte à outils complète pour animer et mobiliser les acteurs territoriaux. La solidarité à l'international
reste soutenu au 12e programme, hein, dans la continuité de ce qui s'est fait au 11e programme. Et puis, vous avez également donc, le littoral, hein, comme vous l'a expliqué Bernadette Doré, qui est un enjeu donc à l'interface, hein, de toutes les politiques qui vont pouvoir être menées sur le bassin. Et donc, c'est un enjeu qui est dédié, en sachant que les programmes d'action, hein, s'appuieront bien sur les dispositifs, hein, qui vous ont été présentés pour tous les autres enjeux, euh, voilà, avec les spécificités du littoral et des indicateurs particuliers pour suivre cette politique. Maintenant, je passe à la présentation donc des dispositifs qui permettent d'accompagner les acteurs agricoles. Le monde agricole, hein, fait face à de véritables défis, hein, dans un contexte de dérèglement climatique. Et donc, l'Agence de l'eau accompagne bien l'ensemble des acteurs agricoles. Et il est indispensable, dans les territoires, hein, prioritaires identifiés, de venir concentrer les moyens humains et financiers pour obtenir des résultats. Donc, c'est un des choix du 12e programme, c'est de venir concentrer les interventions sur des territoires identifiés comme prioritaires. L'évolution vers des systèmes plus vertueux est nécessaire, hein, pour préserver la ressource en eau. Et comme je vous l'ai dit, il y a un intérêt à la fois environnemental et de santé publique à avoir des actions ambitieuses. Et donc, les actions seront soutenues dans le cadre d'accords de territoire négociés avec l'Agence de l'eau pour pouvoir effectivement mobiliser l'ensemble des acteurs et l'ensemble des leviers agronomiques identifiés. Au niveau des dispositifs, l'Agence de l'eau va accompagner à la fois la lutte contre les pollutions d'origine agricole, mais également tout ce qui permet d'accompagner la gestion sobre et concertée de la ressource en eau. Donc, sur ces territoires prioritaires, l'Agence de l'eau, hein, va mobiliser l'ensemble des dispositifs, donc à la fois pour accompagner les exploitations agricoles, mais également donc les filières aval et l'aménagement des bassins versants. C'est important d'avoir une approche intégrée de la chaîne agricole, hein, dans ces accords de territoire. Donc, l'agence soutient donc le développement des systèmes de production, hein, qui sont les plus résilients, à la fois pour réduire l'usage des intrants et puis pouvoir s'adapter aux effets du dérèglement climatique. Voilà, donc dans la continuité, hein, de ce qui a été fait au 11e programme, hein, l'Agence de l'eau poursuit les aides en faveur donc, de la transition agroécologique de l'agriculture. Alors, les acteurs agricoles, hein, en tant que gestionnaires des milieux naturels, sont également aidés, hein, pour permettre la restauration et la préservation des milieux humides, donc avec plusieurs mesures agro-environnementales qui sont spécifiques à la gestion des milieux humides, mais également donc pour lutter contre les transferts des intrants vers les milieux aquatiques avec l'aménagement des bassins versants. Et puis, quel que soit finalement le bénéficiaire ou la thématique, hein, les leviers, hein, transversaux de connaissances, d'animation, de concertation pourront être mobilisés, puisque ce sont bien ces leviers qui permettent de garantir la réussite, hein, des projets territoriaux menés. Les acteurs industriels sont également accompagnés dans le cadre de ce 12e programme. Les acteurs économiques, hein, doivent engager des investissements importants, hein, pour améliorer l'efficacité de leur process industriel, hein, tant sur le volet pollution que sur le volet économie d'eau. Et donc, l'Agence de l'eau incitera à l'engagement de démarches transversales qui intègrent à la fois une approche qualité, une approche quantité d'eau sur les sites industriels. Et donc, en termes de nouveautés, comme vous l'a expliqué Bernadette Doré, les acteurs économiques, hein, qui seront situés dans le zonage aide à finalité régionale pourront bénéficier d'une solidarité avec une bonification de plus 5 points
en sachant que les aides de l'Agence de l'eau s'inscrivent toujours dans le cadre du régime d'aide exemptée et que les taux d'aide qui vous sont présentés dans les diapositives suivantes seront fonction effectivement de l'application de ce régime. Au niveau des dispositifs d'aide qui peuvent être mobilisés par les industriels, vous avez tous les dispositifs qui permettent d'engager des actions en faveur de la résilience des sites industriels, donc à la fois sur le volet milieu aquatique, mais également sur le volet infiltration des eaux pluviales. C'est un des enjeux de ce 12e également, c'est d'accompagner les acteurs industriels à participer à la résilience de leur territoire. Les actions de lutte contre les émissions de micro et de macropolluants sont toujours soutenues, ainsi que toute pression ayant un impact négatif sur le milieu. Ces actions, études et travaux pourront faire l'objet d'un soutien financier avec un taux d'aide amélioré dès lors que nous serons sur des réductions à la source des émissions de polluants. Comme pour les collectivités, les travaux de réduction devront être justifiés et voilà. Au niveau des priorités pour les sites industriels, vous avez également une liste d'établissements prioritaires industriels qui est publiée, qui a été validée par nos instances en fin d'année dernière. Et donc, ces établissements prioritaires industriels bénéficieront pour certains dispositifs d'un taux d'aide renforcé et pourront s'engager dans le cadre d'un accord négocié avec l'Agence de l'eau, les accords industriels pour l'eau, avec l'objectif d'avoir des programmes d'action qui soient mixtes à la fois sur le volet qualité et quantité. Les acteurs industriels peuvent également bénéficier de tout ce qui permet d'accompagner la connaissance et le suivi des masses d'eau. Et puis, dans le cadre des accords négociés avec l'Agence de l'eau, de pouvoir bénéficier de missions d'animation et de communication pour renforcer leurs actions dans leur territoire. Je vous invite également, en tant qu'acteur industriel, à vous connecter donc à la séquence sur le littoral, puisque le littoral est à l'interface entre les enjeux environnementaux et les activités économiques. Donc, c'est important que les acteurs industriels du littoral s'engagent dans des programmes d'action en faveur de la ressource en eau. Alors, le dernier bénéficiaire, c'est l'acteur associatif. Le monde associatif, c'est bien un acteur clé pour la préservation de la ressource en eau sur le bassin Loire-Bretagne, à la fois parce qu'il peut porter des projets en faveur de la restauration des milieux aquatiques et de la biodiversité, mais également en tant que structure relais pour mobiliser, sensibiliser les élus, les décideurs locaux, les usagers et riverains des projets territoriaux. Et donc, l'Agence de l'eau soutiendra les acteurs associatifs qui ont des compétences techniques et qui souhaitent engager des études et des travaux en faveur des cours d'eau, des milieux humides, mais également de la biodiversité. On est dans la continuité de ce qui s'est fait au 11e programme, avec des taux d'aide qui restent favorables à cette dynamique. Et puis, les associations sont particulièrement concernées par les dispositifs qui permettent d'animer, de mobiliser les acteurs territoriaux. Effectivement, les acteurs associatifs se sont fortement mobilisés dans les démarches territoriales du bassin. Elles participent à l'efficience des projets, travaux engagés, en instaurant donc un dialogue, des dynamiques territoriales et des retours d'expérience vertueux, notamment avec les nombreuses conventions de partenariat que l'Agence de l'eau peut conclure avec les acteurs associatifs pour permettre à nos porteurs de projets de monter en compétences sur les thématiques des programmes d'intervention.
Voilà, j'en ai terminé avec l'ensemble des dispositifs qui peuvent être mobilisés. Comme cela vous a été dit en introduction par Loïc Cobled, je vous rappelle que vous avez 5 délégations territoriales qui sont à vos côtés sur le bassin Loire-Bretagne pour vous accompagner dans vos projets, pour répondre peut-être à des questions vraiment très précises qui pourraient venir suite à ces présentations. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos délégations avant de déposer vos demandes d'aide pour construire et pour vous approprier les modalités du 12e programme. Voilà. Donc, je vous propose un temps d'échange et je vais passer, voilà, aux questions qui ont été posées. Alors, je pense qu'un certain nombre de questions ont pu avoir des réponses grâce aux collègues qui sont présents en salle. Alors, euh, alors, pour tout ce qui est système prioritaire, les listes de priorités, les zonages, en fait, vous les retrouverez sur notre site Aide et redevances, qui est en cours de construction. Il a fallu effectivement construire de nouvelles pages pour basculer entre le 11e et le 12e programme. Donc, voilà, on a nos collègues de la délégation à l'information et à la communication qui est fortement mobilisée, qui est en train de refaire toutes les pages sur le site internet. Donc, d'ici fin février, début mars, vous aurez un site aide et redevances qui sera complet et qui vous permettra d'avoir accès aux dispositifs d'aide, aux documents de mise en œuvre, comme les conventions, comme des guides, comme des supports qui vous, voilà, vous permettront d'avancer dans vos projets. Alors, oui, des actions en lien avec la réutilisation des eaux usées pour les collectivités. Euh, donc, effectivement, la réut fait partie des outils qui peuvent être accompagnés dans le cadre de la réduction des prélèvements. Donc, moi, je vous invite à vous connecter effectivement au webinaire de mardi après-midi, qui vous apportera effectivement l'ensemble des modalités fines concernant donc les mesures de gestion quantitative. Alors, une école privée veut renaturer planter des arbres. Oui, a priori. Donc, une école privée souhaite renaturer des portions de cours et planter des arbres. Est-ce que cette école peut bénéficier d'aide et doit-elle passer par l'association des parents d'élèves n'étant pas une collectivité? Non, non, non. A priori, les acteurs privés peuvent bénéficier d'aide, effectivement. Mais là, dans ce cas-là, effectivement, moi, je vous invite à prendre contact avec la délégation, expliquer votre cas et elle pourra vous accompagner, surtout si vous n'êtes pas, on va dire, habitué à déposer des demandes d'aide. C'est important, vous serez accompagné tout au long de la démarche par nos collègues en délégation. Pour les industriels, les aides relatives à la prévention des pollutions accidentelles ne sont pas relancées. Prétention, confinement. Vous aurez également donc tous ces éléments de réponse demain après-midi. Les choses se font toujours dans un cadre en lien avec le projet que vous souhaitez monter. Alors, autre question auxquelles on peut répondre. Alors, il est dommage que la mise aux normes des assainissements non collectifs ne soit plus aidée dans les secteurs sensibles. En effet, les agriculteurs objectent les pressions qu'ils ressentent les concernant, faisant remarquer que les ANC non conformes voire inexistants sur ces secteurs sensibles. Donc effectivement, c'est un choix qui a été pris d'arrêter les aides aux assainissements non collectifs.
en sachant qu'il y a effectivement une mesure de transition pour cette année 2025 qui permet de finaliser les conventions de mandat qui ont été engagées au 11e programme pour finir d'accompagner les programmations qui ont été conclues au 11e. Alors, autre question? Non, bah écoutez, après, on est en train de répondre à vos questions. Et lorsque vous avez des questions vraiment très, très précises sur certains sujets, on vous invite vraiment à vous connecter au webinaire dédié à ces séquences-là, hein, pour voilà, avoir les réponses. Voilà. Alors, je reprends la main. Alors, je vais passer maintenant. Voilà. Je vous mets là effectivement le planning des différentes séquences de cette semaine. Voilà. Et donc, vous avez l'ensemble des enjeux du 12e programme qui sont couverts par ces séquences. Et comme vous l'a dit Bernadette Doré, l'ensemble des présentations seront disponibles d'ici une semaine sur nos sites internet. Vous pourrez revisionner les diaporamas, avoir accès dans certains cas aux foires aux questions, voilà, que chacun puisse s'y retrouver et prendre connaissance de ce qui aura pu être dit. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais passer la parole à Denis Rousset qui va vous faire une courte présentation donc de l'outil Rivage, notamment vous donner envie de pouvoir assister à la séquence de vendredi après-midi qui fera une présentation plus complète de ce nouvel outil de gestion des aides. Oui, merci Vanessa. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire un rapide focus sur l'outil de vos demandes d'aide, Rivage, qui progressivement va devenir l'outil de gestion des aides pour toutes les agences de l'eau de France. Pour nous, il est ouvert depuis le 10 janvier 2025, depuis le 10 janvier dernier. Nous avons eu l'occasion le 10 janvier de faire deux webinaires. On a reconduit le webinaire du matin à l'après-midi, tant le nombre de connectés était important, hein. Plus de 1400 personnes ont pu déjà assister à ce webinaire-là. Nous avons prévu d'en tenir un vendredi en fin d'après-midi, enfin à partir de 14 heures, pour vous repréciser ce que c'est que Rivage et puis rentrer un peu dans le détail, comment on crée un compte, comment on va aller naviguer dans cet outil qui va vous permettre de faire toutes les actions, du dépôt de la demande d'aide jusqu'au versement, pouvoir consulter les différents documents, que ça soit les décisions d'aide, les conventions d'aide, de pouvoir générer les paiements. Tout cela sera dans un seul outil centralisé avec des liens qui va vous permettre de vous faciliter la vie. Faciliter la vie avec des échanges simplifiés puisque, comme je vous dis, hein, il y aura des connexions entre les différents portails, que ça soit pour la demande d'aide, les demandes de versement, la signature de documents quand ça sera nécessaire, hein. Ça sera pas forcément beaucoup. La signature est peu demandée pour les collectivités, elle est un peu plus demandée pour des acteurs privés ou des associations. Malgré tout, ça sera quand même des échanges qu'on espère et que normalement, si l'outil tient toutes ses promesses, d'échanges plus simplifiés avec vous et surtout un processus qui va être entièrement dématérialisé. C'est le troisième gros point important de cet outil. C'est-à-dire que tout le processus sera dématérialisé de votre demande d'aide en passant par la notification de la décision d'aide ou de la convention d'aide en fonction de votre cas de figure, jusqu'au paiement, jusqu'au dernier paiement de votre aide. Tout cela se fera sur le même outil et tout sera dématérialisé, ce qui va fluidifier et normalement qui va vous permettre d'avoir des délais de réponse encore plus importants, même si on attache une importance à vous donner les éléments le plus rapidement possible.
Et puis enfin, le quatrième gros avantage, c'est que dans cet outil-là, tous les échanges seront tracés, historisés, et les documents seront archivés pour vous dans cet outil-là, et vous pourrez connaître en temps réel ou consulter ces documents-là en temps réel. Donc notre idée, hein, c'est bien de vous faciliter la vie afin que vous preniez plus de temps à porter des projets et peut-être moins de temps à terme, hein. Au départ, c'est une nouveauté, hein. Il faut un peu d'investissement, mais à terme, normalement, cela doit vous simplifier la vie et réduire le temps que vous allez passer sur ces tâches administratives pour en passer plus à porter des projets, à concevoir des projets en faveur de l'eau. Comment assister, pardon, comment accéder à cet outil-là? C'est assez simple. Vous allez sur notre site Aide et redevances. C'est sur un moteur de recherche, hein, Aide et redevances Loire-Bretagne. Vous allez y trouver. Vous avez l'URL juste en haut à droite de la diapositive. Sur la colonne à droite, en un clic, hein, vous allez voir, il y a Rivage. Donc, juste au-dessus, vous voyez, il y a le 12e programme. Vous cliquez, vous allez tout savoir sur le 12e programme. Vous allez notamment avoir le document complet du 12e programme, ce qu'on vient de vous présenter, et ce qui sera présenté thématique par thématique tout au long de la semaine. Vous cliquez donc sur le deuxième onglet, Rivage, et là, vous allez avoir très vite la possibilité d'avoir accès à cet outil-là. Dans un premier temps, pour créer un compte, et puis, via cet accès-là, vous allez pouvoir avoir tous les modes opératoires pour donc créer un compte, pour avoir accès et naviguer dans cet outil-là, pour pouvoir déposer une aide, pour pouvoir après suivre de vos dossiers. Donc tout ça est en ligne déjà aujourd'hui. Donc vous pouvez, même en temps réel, hein, si vous voulez, dès maintenant, consulter les éléments qui sont disponibles depuis le 10 janvier dernier. Nous avons aussi une foire aux questions que nous allons progressivement enrichir de toutes les questions qui se posent, qui ont été posées lors de nos 2 premiers webinaires et puis qui se posent aujourd'hui pour des cas particuliers qui n'ont pas pu faire l'objet d'une communication précise. Donc, en récapitulatif, vous voulez déposer une nouvelle demande d'aide ou votre demande d'aide n'a pas pu aboutir en 2024. Vous devez déposer, enfin, vous utilisez Rivage. C'est-à-dire, vous créez un compte et vous faites une demande d'aide dans Rivage. Si vous avez déjà eu une aide, c'est-à-dire que l'aide a été accordée avant le 31 décembre 2024. Vous souhaitez faire une demande de versement, là, vous utilisez toujours la même procédure, démarche simplifiée, c'est-à-dire que nous n'avons pas pu récupérer toutes les données pour l'intégrer dans le nouvel outil Rivage. Donc, pour l'instant, toutes les aides du 10e ou 11e programme pour lequel vous voulez avoir un versement d'aide, vous avez déjà eu une aide attribuée, enfin, vous avez une notification d'une aide ou d'une convention d'aide. Pour générer les paiements, vous allez pouvoir utiliser démarche simplifiée. Sinon, pour toutes les autres démarches du 12e programme, hein, que ce soit le dépôt de la demande d'aide, mais aussi les demandes de versement, tout cela se fera dans Rivage. Donc très très simple, hein. À partir d'aujourd'hui, toutes les aides qui sont attribuées à partir d'aujourd'hui ou toutes les demandes d'aide qui vont être attribuées à partir de 2025 sont gérées dans Rivage. Sinon, pour les autres aides qui sont déjà attribuées, il faut utiliser la procédure habituelle qui était toujours en vigueur à partir de l'année dernière. Tout cela est précisé toujours sur notre site en un clic. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, pour toutes les demandes d'aide et les versements qui sont liés à cette demande d'aide, c'est dans Rivage. Pour Rivage, hein, vous allez rentrer dans le logiciel. Tout ça, ça va vous être précisé vendredi. Mais dans l'attente, la première chose que vous allez devoir sélectionner quand vous allez faire une demande d'aide, donc, dans un premier temps, création de compte. Vous faites une demande de compte, on va vous envoyer les identifiants et les mots de passe. Dès que vous avez reçu ces identifiants et mots de passe-là, vous allez pouvoir vous connecter sur le portail Rivage. Et pour faire une demande d'aide, vous allez voir, tout ça c'est bien précisé, il va falloir sélectionner une de ces 12 thématiques qui sont affichées ici, qui vont vous permettre après de faire votre demande d'aide. Et puis, des champs particuliers, des demandes d'aide seront
précisés et devront être renseignés pour nous déposer une demande d'aide. Et il faut sélectionner une de ces 12 thématiques que vous voyez à l'écran. Un certain nombre de webinaires, Vanessa vous a présenté tout notre parcours de webinaires qui vont séquencer toute cette semaine-là. Nous allons pouvoir rentrer dans le détail de ce que prévoit le 12e programme, notamment en matière d'assainissement des collectivités. Cela doit être le jeudi après-midi. Les captages, l'eau potable, ça sera demain matin. Après, je vais pas me souvenir, j'ai une bonne mémoire, je vais pas me souvenir de toutes les dates, de toutes les thématiques. Les eaux pluviales, c'est normalement jeudi en fin de journée à partir de 16 heures. Les activités économiques, c'est demain après-midi. L'agriculture, il me semble que ça doit être le mercredi. Bon, tout ça, je vais pas faire toute la liste, mais vous voyez les panels de thématiques qui vont vous permettre, c'est la première chose que vous allez devoir sélectionner. C'est de se dire, bah, par exemple, je suis une entreprise, je veux faire une demande d'aide, et ben voilà, il va falloir sélectionner la thématique 5. Je suis une structure agricole, je veux faire une demande d'aide pour des actions, l'accompagnement, etc. C'est la thématique 6. Et puis, on a beaucoup parlé dans le chat de zones humides, de restauration des milieux, etc. C'est la thématique 7 que vous allez devoir sélectionner et ça vous sera présenté un peu plus tard dans la semaine. Peut-être avant de lancer notre film de conclusion, peut-on prendre quelques questions qu'il resterait à traiter? Alors, je vais arrêter le partage. Oui, il faut que je fasse. Hop, arrêter le partage. Vous allez nous voir en grand. Voilà. Alors, parmi les questions, pour les grands groupes, est-il possible d'avoir une vision globale de toutes les demandes d'aide sur toute la France? Dans un premier temps, vous pourrez avoir une vision sur le bassin Loire-Bretagne. Comme j'ai pu vous le préciser, à partir de ce jour, le portail, enfin, Rivage est déployé dans 4 agences de l'eau. Donc, c'était déjà le cas à Dour-Garonne et à Rameuse. À partir du 10 janvier, depuis le 10 janvier, Artois-Picardie et nous, à Loire-Bretagne, nous avons déployé cet outil-là et progressivement, dans les 2 autres agences, il sera déployé. En revanche, il n'est pas déployé encore aujourd'hui. Donc, malheureusement, ça ne sera pas possible sur toute la France. C'est notre ambition, mais vous voyez bien que déjà, c'est un gros chantier de pouvoir changer d'outil sur une agence, sur les 6 agences, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est notre ambition à terme d'arriver sur ce type de possibilité-là. Une question. Bonjour. Est-ce que l'élu habilité à signer les demandes d'aide doit obligatoirement avoir un compte d'accès? Oui. Il est possible d'avoir plusieurs comptes par bénéficiaire et il est toujours demandé à ce qu'il y ait une personne mandatée, enfin, pour signer les documents, si ça devait être le cas. Ce que j'ai pu vous dire, hein, pour les collectivités, la signature des documents, ça va être très rare, puisque la plupart du temps, les aides font l'objet d'une notification simple, ce qui n'est pas le cas pour une entreprise ou pour une collectivité, où la plupart des aides sont notifiées sous forme de convention, où il y a une double signature de l'agence de l'eau et du bénéficiaire. Donc pour les collectivités, il y a peu de pièces à signer. Malgré tout, il faut toujours avoir parmi les comptes bénéficiaires quelqu'un en capacité de signer au cas où. Mais je vous dis, pour les collectivités, c'est peu fréquent. En revanche, pour tous les autres bénéficiaires, hein, la plupart du temps, ce que l'on préconise, c'est de créer un compte pour celui qui va déposer les demandes d'aide, comme c'est le cas aujourd'hui dans Démarche simplifiée, et puis quelqu'un qui peut signer les documents quand ça va se présenter. Confirmez-vous qu'une adresse mail ne puisse être liée à un seul sirène sur Rivage?
Oui, c'est la difficulté de rivage aujourd'hui. Normalement, vous allez voir, pour déposer un compte, c'est par SIRET. Et dès lors qu'il y a un établissement qui a plusieurs SIRET, mais le même sirène, on peut rattacher à la même adresse mail plusieurs comptes SIRET du même sirène. En revanche, on ne peut créer qu'un compte, qu'une adresse mail par sirène. Donc effectivement, aujourd'hui, on a fait remonter la difficulté. On n'a pas de solution de contournement à court terme. Donc il faudra utiliser plusieurs adresses mail. Pourquoi, hein? C'est que c'est des questions de sécurité, en sachant que certains groupes souhaitent ça et d'autres groupes veulent absolument pas que la même adresse, enfin que ça soit une sécurité pour qu'il n'y ait pas de mélange de sirènes. Donc entre les questions de sécurité et les difficultés informatiques aujourd'hui, on n'est pas en capacité de répondre à cette question-là. Il faut bien une adresse mail par sirène. Peut-on, lors des demandes d'aide, comme j'ai pu vous le dire, la première chose à cocher, c'est bien une thématique. Donc, parmi les 12 thématiques que j'ai pu vous présenter, on ne peut choisir qu'une thématique, sinon il faut faire plusieurs demandes d'aide. En revanche, une fois qu'on a cliqué une thématique, je vous donne un exemple, assainissement des collectivités, plusieurs dispositifs d'aide derrière vont pouvoir être cochés. Par exemple, vous avez un projet d'assainissement collectif sur votre centre-bourg qui comporte aussi bien la réhabilitation de la station de traitement usée, un réseau de transfert des eaux usées et l'amélioration de la collecte des eaux usées. Tout cela fera l'objet d'une seule demande d'aide, mais en revanche, il y aura 3 dispositifs d'aide. Ça fera qu'une demande d'aide, là où jusqu'à présent, hein, vous en faisiez 3. Donc c'est une amélioration. En revanche, il faut bien choisir sa thématique, donc en fonction des 12, puisque c'est bien une demande d'aide par thématique. On ne peut pas mixer plusieurs thématiques. Euh, alors, concernant les dossiers déposés sur le 11e programme et n'ayant pas eu d'aide faute de crédit, les dossiers redéposés avant fin mars doivent-ils être à nouveau déposés sur Rivage? Oui, ou sur l'ancien site de demande d'aide. Donc, c'est bien sur Rivage, puisque nous basculons à partir de 2025 sur cette nouvelle outil-là. Donc, effectivement, pour les dossiers qui ont été déposés en 2024, qui n'ont pas pu faire l'objet d'une décision d'aide manque de crédit ou parce que le dossier était déposé un peu tardivement, ce dossier-là, nous n'avons pas pu reprendre les données déposées, donc il est bien à redéposer sur notre nouveau portail Rivage. Et vous, pour pouvoir bénéficier des conditions et de mesures de transition entre le 11e et le 12e programme, il est nécessaire de le redéposer avant le 30 mars prochain. Notamment, hein, on vous a déjà répondu dans le chat pour les collectivités qui étaient en ZRR et qui ne sont plus en FRR. Je vous invite à déposer votre demande d'aide avant le 31 mars pour que cette mesure de transition puisse être mise en œuvre. Comment ferons-nous si nous sommes porteurs de plusieurs projets sur le fonds vert? Oui, alors pour le fonds vert, effectivement, nous attendons déjà des instructions pour la gestion du fonds vert à partir de cette année, puisqu'aujourd'hui, il ne me semble pas que ça soit encore ouvert. De toute façon, d'une manière générale, le dépôt des demandes d'aide se fera sur démarche simplifiée, compte tenu du fait que, à minima, vous allez devoir déposer votre projet sur démarche simplifiée. En fonction des aides, on verra, vous serez informé en fonction de votre dossier, de la conduite à suivre, notamment s'il y a des aides de l'agence de l'eau à solliciter aussi. Bonjour, on doit cocher qu'une seule thématique par dossier d'aide, pas plusieurs. Oui, il faut bien, je vous le répète bien, c'est bien une demande d'aide par thématique. Jusqu'à présent, hein, les découpages sur démarche simplifiée, il y avait beaucoup plus de découpage que ce qui va vous être possible, ça va être une amélioration.
Je vous donne un exemple, hein, pour une entreprise. Aujourd'hui, il n'y a qu'une thématique entreprise, que vous faites une étude, des travaux d'écodo, des travaux de lutte contre les pollutions, de travaux d'infiltration. Là où aujourd'hui, il fallait faire deux, trois, quatre demandes d'aide via des marches simplifiées. Donc, ça sera bien une thématique. Vous voyez, il y en a 12, et c'est bien le choix d'une thématique parmi ces 12-là qu'il faut opérer. Et après, derrière, vous allez avoir plein de possibilités, plein de dispositifs d'aide vraiment concrets qui vous seront présentés tout au long des webinaires de cette semaine. Euh, alors, lors du dépôt d'un dossier de demande d'aide, peut-on savoir le délai de traitement de la réponse avant le lancement des travaux? C'est une amélioration avec Rivage et ça va simplifier et raccourcir les délais. Dès lors que vous allez avoir votre dossier de demande d'aide déposé complet, vous allez voir, il faudra appuyer sur cliquer ou appuyer sur, je sais pas si on dit cliquer ou appuyer sur un onglet qui nécessite, enfin qui va générer la transmission de votre dossier là. Dès lors que le dossier est transmis à l'agence de l'eau, avec les pièces, avec les pièces au moins des champs et les pièces prévues, vous allez avoir l'autorisation de démarrer les travaux. En fait, le fait de lancer les travaux ne sera pas un motif de refus de la demande d'aide. Bien évidemment, hein, si vous ne pouvez pas supporter le risque d'avoir ou pas une aide de l'agence, j'attire toujours votre attention, hein. La préconisation, c'est d'attendre la notification formelle de la demande d'aide. C'est à partir de ce moment-là où vous êtes sûr d'avoir une aide. Le fait de déposer une demande d'aide, ça vous assure en rien l'aide de l'agence. En revanche, dès lors que c'est déposé, vous avez un mail automatique qui vous dit: on accuse réception de votre demande d'aide, vous pouvez commencer les travaux, c'est-à-dire signer les marchés, signer les devis. Tout ça, ça sera pas un motif de refus de la demande d'aide. Donc tout ça, ça va aller plus vite que le système actuel. C'est pour ça qu'on essaye notre ambition, hein, c'est de fluidifier les échanges avec vous pour que vous passiez moins de temps administratif et que ça soit plus rapide pour vous d'engager les travaux, notamment en faveur d'eux. Euh, Est-ce qu'il y a une aide avec une personne contact? Oui, vous allez voir, on vous les a pas remis là en lien sur la présentation. En revanche, il suffit toujours d'aller sur le site Aide des redevances, colonne de droite en un clic, rivage. Vous vous laissez guider et vous allez voir des personnes contacts avec une adresse mail, un numéro de téléphone pour vous aider. Il n'y a pas forcément le nom de la personne puisqu'on est un collectif et ça nous semblait un peu compliqué d'identifier une seule personne qui pourrait s'absenter ou être occupé et ne pourrait pas vous répondre. Donc, c'est bien des adresses génériques qui sont relevées régulièrement et un numéro de téléphone individuel qui va vous permettre de solliciter un appui, une aide d'un collègue en délégation au plus près de vous dans les différents territoires. Je pense avoir. Donc oui, avez-vous une hotline pour Rivage? Je viens d'y répondre. Donc effectivement, toujours en vous laissant guider, vous allez avoir des adresses mail ainsi que des numéros de téléphone pour pouvoir vous accompagner, en sachant que les personnes qui vont vous accompagner dans un premier niveau d'accompagnement, c'est bien vos référents, vos contacts habituels en délégation régionale. Puis après, s'il y a des difficultés, il y a toute une procédure interne pour pouvoir prendre en charge et répondre rapidement en charge les questions ou les difficultés que vous pouvez rencontrer. Après, il y a des questions bien plus précises sur la duplication de dossiers. Voilà, tout ça. Ce que je vous propose là, on va vraiment rentrer vraiment dans le détail et c'est l'objet du webinaire de vendredi. En revanche, effectivement, il y a des choses sur la duplication des dossiers, mais bon, je vois que la personne qui pose des questions est déjà un peu familiarisée
avec l'outil. Ça sera l'objet de la précision qu'on fera vendredi. Effectivement, il faut cocher une délégation, mais si vous ne la cochez pas, il ne me semble pas que ça soit un champ obligatoire. Donc de toute façon, nous, on se débrouille pour affecter le dossier à la bonne personne. Et puis, s'il y a nécessité d'avoir des explications plus précises, de toute façon, compte tenu du fait que maintenant il va y avoir un code, enfin un mode, un compte utilisateur avec une adresse personnelle et un téléphone, ça sera plus simple pour nous aussi de vous joindre rapidement pour pouvoir traiter les cas particuliers, parce qu'il y aura des cas particuliers, hein. Aujourd'hui, ce matin, j'ai regardé, il y a déjà 800 dossiers de demande d'aide créés. Donc vous voyez bien que on a essayé de traiter un grand un grand nombre de cas de figure. On n'aura pas pensé vraisemblablement aux différentes problèmes ou difficultés que vous allez pouvoir rencontrer. Je crois qu'on a fait à peu près le plein. J'ai essayé de répondre en ligne au maximum de questions. Et puis les questions qui ne font pas l'objet de réponse aujourd'hui, on va essayer d'y répondre. Je vois les collègues qui s'affairent à essayer de saisir une réponse pour tout le monde, euh, ce qui nous a permis déjà de répondre à un peu plus de 40, presque une cinquantaine de questions depuis ce matin. Vanessa, je pense, Voilà. je te donne On le arrive mot de à la la, fin. oui, on arrive à la fin de cette séquence. Et avant de vous quitter, on voulait vous passer un court film qui dure une minute et qui permet de conclure les échanges de ce matin et qui s'appuie sur une exposition photo qui a été réalisée sur l'ensemble des 6 agences. Et pour votre bonne information, cette exposition en photo est actuellement donc à Rennes, sur les grilles du Palais Saint-Georges. Et vous pourrez la retrouver également dans les gares de Nantes puis de Poitiers entre le 17 février et le 31 mars prochain. Voilà. Et puis, ne coupez pas. Après le film, je reprends la main et je vous inviterai à répondre à une enquête de satisfaction. Je vous dis à tout de suite. Voilà, c'était la dernière vidéo de cette séquence. Donc, je vous remercie pour votre participation, pour vos questions. Voilà, je vous invite vraiment à vous connecter aux prochaines séquences qui vous permettront de rentrer vraiment dans le détail de chaque thématique, de chaque enjeu. Euh, donc, quand vous allez quitter cette séquence, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir automatiquement avec 3 questions qui vont nous permettre d'évaluer en fait votre satisfaction quant à cette présentation. Voilà, je vous remercie par avance d'y répondre. Ça nous permettra, nous, de prendre connaissance de votre satisfaction, des sujets que vous voudriez voir traités par la suite. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon appétit et puis une bonne semaine de web rencontre avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Au revoir.